Aujourd'hui, j'ai deux grandes productrices très chevronnées avec deux bagages très atypiques mais très complémentaires. Et moi, je suis également productrice. On est trois diplômés de l'INIS. J'aimerais ça vous les présenter. Premièrement, il y a Béatrice Moukambert, productrice diplômée de l'INIS de 2021. Alors, ça ne fait pas trop longtemps. Il y a également Hélène Hébert, qui est productrice et diplômée de l'INIS depuis 2005. Pour commencer, sans plus tarder, moi, j'aimerais ça savoir, pour vous, c'est quoi être productrice personnellement? C'est quoi le métier de productrice? Le métier de productrice-producteur, pour moi, c'est vraiment d'être la personne qui est un peu le point de contact dans la production d'un film entre tous les autres métiers. C'est nous qui allons typiquement démarrer un projet avec un scénariste et ou un réalisateur, qui allons accompagner le développement, l'écriture, qui allons nous assurer que les créateurs gardent leur vision du début jusqu'à la fin. On va les accompagner dans le financement du projet, monter l'équipe, évidemment après ça l'organisation du tournage et jusqu'à la post-production et ensuite jusqu'à la distribution, accompagner le film avec un distributeur pour s'assurer qu'il est mis en marché de la manière qui est la plus adéquate selon l'intention originelle du créateur puis le potentiel du film, que ce soit au Québec, au Canada ou à travers le monde. OK. Belle définition. Et toi? Je rajouterais que une productrice ou un producteur, c'est comme un chef d'orchestre. C'est le maître du scénario, comme Hélène vient de dire. Donc, c'est le protecteur de l'idée originale. Il va pousser les créateurs, les scénaristes, le réalisateur à arriver à cette vision de réalisation. Et je ne vais pas répéter, mais c'est la personne, au fait, qui chapeaute toutes les étapes de production, en développement, en pré-production, en production, en post-production, jusqu'à la diffusion. On a tous des parcours atypiques. Moi, j'ai un bac en communication et tu en as un également. J'aimerais savoir quel a été votre parcours qui vous a amené à la production, parce que c'est toujours des différents chemins qui nous amènent à ce rôle-là de la production. Moi, j'ai commencé jeune. J'étais devant la caméra, puis j'étais fascinée avec ce que faisait l'équipe devant moi. Au fait, chacun de l'équipe avait une tâche à faire, quelque chose à remplir sur un plateau. Donc, j'ai grandi dans un monde où j'étais vraiment de l'autre bord et j'ai décidé d'aller étudier, au fait, en cinéma à l'université pour faire des études en réalisation au début. Mais je sentais que j'avais des réflexes. J'aimerais encadrer, venir en conseil, organiser des choses. Donc, c'était plus la production qui m'attirait. Et j'ai finalement compris que c'était ça que je voulais faire. J'ai commencé mes études, j'étais au cégep et j'étais intéressée par plein de choses. J'étais incapable de choisir un programme en particulier où m'en aller à l'université. Et là, à un moment donné, j'ai allumé sur le fait que peut-être que c'était le monde médiatique, parce que c'était un endroit où on peut être un peu à la confluence de plein de types de sujets, d'expériences. Donc, j'avais cette espèce de personnalité vraiment curieuse, de ne pas être capable de... une genre de généraliste, finalement, là, pas quelqu'un qui est capable de se spécialiser tant que ça. Et là, je suis arrivée à l'université en communication à l'UQAM. À l'époque, c'était pas encore l'école des médias comme c'est aujourd'hui. Il fallait choisir entre cinéma, nouveaux médias à l'époque et télé. Et là, j'ai creusé, je me suis rendu compte que c'était le cinéma qui me parlait parce qu'on avait le temps d'approfondir les choses. Le rythme était un petit peu moins fou qu'à la télé. Mais encore là, je ne savais pas ce que c'était de la réalisation, du montage, quoi que ce soit. Il y avait pas, en fait, on n'enseignait pas la production à cette époque-là à l'UQAM, comme si c'était quelque chose qui se faisait tout seul. Alors, j'ai vraiment eu la chance parce que dans ce programme-là, j'ai pu toucher à tous les métiers du cinéma. Donc, aussi apprendre la technique, puis comment est-ce qu'on fabrique concrètement les films, que ce soit le maquillage ou le son. Je me suis rendu compte, un peu comme toi, que j'avais cette espèce de tendance naturelle à vouloir comme organiser les choses, puisqu'il n'y avait personne qui avait le rôle de producteur attribué. Nos professeurs étaient des créateurs, alors ça ne leur venait pas naturellement. Et là, je prenais les postes d'assistante à la réalisation dans les équipes de films, nos projets étudiants, pour un peu par la bande organiser, s'assurer que tout était là au jour de tournage et qu'il n'y allait pas rien nous manquer. Puis finalement, j'ai compris que ça s'appelait producteur, ce métier-là. Et je suis venue à l'INIS par après pour un peu venir compléter ces études-là. Et
Et là, ça a été fabuleux parce que j'ai pu me consacrer 100% à la production. Puis, pour une première fois, là, on m'a donné des outils comme un vrai budget, comment fonctionnent les ententes collectives avec les artistes, avec les techniciens, de vraiment là, avoir plus une espèce de cadre et de rigueur. Puis aussi le côté pratique c'est pas juste des cours théoriques, l'INIS, c'est vraiment, on les met dedans, on fait des exercices, on fait des tournages constamment. Alors, ça a été hyper... tout ça s'est mis ensemble, hyper formateur. Qu'est-ce qui te manquait pour toi à cette époque-là pour compléter ton parcours, pour être prête d'être sur un plateau de tournage en bonne et due forme, en sachant que ça prend un budget, ça prend une équipe, et comment choisir son équipe? Moi, je suis rentrée à l'INIS avec un peu d'expérience. Donc, j'avais un peu d'outils. Je trouve que l'INIS m'a poussée, au fait, à avoir plus de réflexes, à penser à des choses ou à des solutions, des fois, qui dépendent d'un projet à l'autre, évidemment. Mais je dirais que c'était plus personnel pour moi parce que l'INIS m'a mis dans un cadre avec des collègues avec qui j'ai pu passer un 6 mois intense, mais très bon, à apprendre à les connaître, comment développer des choses avec eux, c'est quoi nos points forts, nos points faibles, comment bien diriger ces personnes. Oui, évidemment, tout ce qui est en rapport avec le budget, les syndicats, comment bien organiser les tâches, qu'est-ce que ça prend pour faire un film. Mais pour moi, c'était surtout cette cohorte avec qui je me suis mise parce que je suis arrivée à Montréal en 2012. J'avais déjà entamé des études. Dans ton pays natal? Oui, au Liban. Et puis, je n'avais pas cette gang d'amis avec qui j'ai gradué puis j'ai continué à travailler. Donc, je trouve qu'avec l'INIS, ça m'a mis comme dans un cadre où j'ai cette gang-là avec qui je peux faire ces films, ces projets, avec qui on peut prendre le temps de discuter de choses jusqu'à très tard le soir, développer nos projets, questionner, jouer l'avocat du diable, puis pousser les réals et les scénaristes aussi à mieux penser leurs projets, puis les amener à une place encore meilleure pour le projet. Donc, plein d'outils aussi. Les mentors sont des professionnels qui œuvrent aussi dans l'industrie, qui, chacun d'elles et eux, ont leur expérience. Donc, moi, j'ai profité tellement de mon expérience à l'INIS, au niveau personnel, au niveau éthique, au niveau de matière théorique et technique, parce que dans le programme que j'ai fait, qui est le programme mixte, on avait un mandat de 3 projets, un documentaire court, une web-série et une variété télé qu'on a tourné ici en live. Donc, c'est très différent ce qu'on apprend ici. C'est très différent d'une université aussi parce que c'est personnalisé. Chacun est accompagné selon ses forces et ses faiblesses et on travaille sur ce qu'on a vraiment besoin pour nous appuyer et améliorer afin de continuer notre parcours. Hélène, qu'est-ce qui te manquait dans ta boîte à outils avant de venir à l'INIS que tu es venue chercher? Bien, j'abonde vraiment dans le même sens que Béatrice, mais je compléterais juste en disant, moi, ce qui manquait, c'était le contact, c'est ça, avec les professionnels de l'industrie, le fait que nos profs, bien, ce sont des gens qui sont actifs sur les plateaux, tout ça, sur des productions réelles. Donc, ça, c'était vraiment précieux. Puis, ce sont des mentors, des gens qu'on continue à recroiser dans notre carrière par la suite. Alors, ça aussi, c'est au-delà des étudiants, le réseau des formateurs aussi a vraiment été super bénéfique pour moi. Toi, qui es venu d'ailleurs, qui est venu à l'INIS, qui avait déjà d'expérience, j'aimerais savoir quel a été ton processus parce que tu es différente et ton groupe est différent, puis à chaque projet, on change de groupe. À chaque projet, on change de groupe. Chaque projet est différent. La charge de travail est différente pour un documentaire ou versus une série. Je dirais avec ma cohorte, c'était vraiment d'apprendre à les connaître, comment ils pensent, leur apprendre à me connaître aussi et comment je travaille. Moi, je suis une personne très ouverte. J'aime beaucoup communiquer. Je vais saluer Laurence qui est derrière la caméra, qui faisait partie de ma cohorte. Oui.
Et Laurence était un des réalisateurs avec qui j'ai travaillé. On a fait une web-série ensemble. Et puis, donc la scénariste sur ce projet était Isa Nuiga. Puis avec Laurence et Isa, on se faisait des petits 5 à 7 pour discuter les scénarios, relire un peu les textes. On a fait un groupe de messages. Chaque référence qu'on entend, qu'on voit, un article lié à un projet qui peut pousser encore la créativité au fait. Donc, pour moi, c'était plus le mode de communication très ouvert, être patient aussi, à comprendre pourquoi cette personne ne veut pas ou veut ou a suggéré telle chose pour arriver à telle place. Donc, vraiment comprendre le processus de réflexion aussi entre cette triade pour bien établir une base afin de commencer à bâtir ce projet ensemble et surtout la confiance. Parce que si Laurence ne m'a pas fait confiance en production ou moi en réalisation, le projet, on sentirait quelque chose pendant la prep, puis je trouve que notre prep était très le fun. Mais c'est l'échange aussi, la communication, être ouvert, être patient. Les choses ne peuvent pas arriver du jour au lendemain, mais en cinéma aussi, c'est très rapide. Donc, il faut juste être prêt, présent et ouvert, je trouve. C'est ça, c'est la première qualité du producteur pour moi, c'est l'écoute. On travaille avec des gens qui ont quelque chose à dire, qui ont une création à sortir d'eux, mais elle est complètement en chantier, elle est imparfaite pendant longtemps avant jusqu'à la fin du montage et des fois au-delà. Les gens ne sont pas nécessairement toujours capables d'amener leur vision. En fait, c'est pas qu'elle n'est pas accomplie à la fin, c'est juste qu'elle change tout le temps. Et c'est quelque chose qui évolue. Les gens changent en faisant leur création et donc c'est en mouvance. Et pour accompagner quelqu'un dans ce processus-là, c'est fragile, en fait, cette relation. Et il faut pas aller écraser de sa personnalité ou laisser les autres dans l'équipe écraser ton scénariste, ton réalisateur. Il faut vraiment essayer de favoriser, tu sais, vraiment leur épanouissement, si on veut. Donc ça demande beaucoup d'écoute, d'humilité. Après ça, moi, je rajouterais à ça peut-être une certaine rigueur aussi, parce que moi, j'ai appris avec le temps qu'il y a comme une petite voix à l'intérieur de nous, des fois, qui nous dit t'es-tu sûr? As-tu vraiment bien vérifié telle chose? Est-ce que ça va vraiment être là au jour 1 sur le plateau? Puis il faut vraiment écouter cette petite voix-là. En général, quand tu l'écoutes pas... elle te fait surprise. Et voilà. Est-ce que tu pensais si tu fais vraiment de la pensée magique, non, ça va sûrement être correct. J'ai pas confirmé telle chose. Je me suis pas assurée que telle personne s'était bien parlé. Ça peut t'exploser dans le visage puis créer des problèmes. Alors, cette espèce de rigueur, de peut-être d'entêtement aussi, là, d'une certaine façon, de façon positive. Il faut vraiment, des fois, s'acharner sur certains sujets, pas lâcher le morceau tant qu'on n'est pas allé au fond des choses. Ça vaut dans la réalisation, dans la relation avec les créateurs, mais ça vaut aussi quand on est en financement, puis qu'on essaie de faire passer un projet auprès des institutions. Puis il faut défendre la vision, encore et encore, réécrire les textes parce que ça n'a pas été bien compris, réécrire les scénarios. Alors ça, c'est un processus qui peut s'étendre sur plusieurs années et ça demande la confiance des créateurs avec qui on travaille parce que ils peuvent se décourager. Et il faut vraiment, nous, garder le cap puis être capable de faire le tri en toutes les choses positives et négatives qu'on va se faire dire sur un projet quand on est en train de le construire, parce que c'est pas juste facile de tous les jours. C'est quoi la réalité? Est-ce qu'un producteur, c'est plus un artiste ou un gestionnaire ou les deux? Moi, je trouve qu'un producteur doit avoir les deux. Parce que tu as un côté gestionnaire qui fait affaire avec les diffuseurs, un peu plus dans un monde où tout est carré, tout doit être correct. C'est vraiment des choses plus précises par rapport au contenu, au budget, au financement. Donc ça, c'est plus carré, mais aussi un côté artiste qui a de la sensibilité. Comme on disait, être à l'écoute, avoir de la patience, être ouvert à collaborer, entendre, bien encadrer aussi, mais aussi être... avoir aussi une part de création pour vraiment venir, je ne veux pas dire enrober, mais comme
Un créateur, un producteur, mais ça touche aussi dans le projet, soit au contenu, soit dans le développement. Moi, je trouve que c'est très important d'avoir les deux, puis être assez ouvert aux deux, parce que je ne pense pas qu'un producteur peut être juste carré puis faire affaire comme un homme d'affaires avec des distributeurs ou des chaînes ou des télés il doit avoir ce rapport avec des artistes. Fait que je pense que lui aussi en devient un. Mm-hmm. Par la bande. Et pour toi, Hélène? Mais moi, je rajouterais que c'est aussi il y a aussi un petit côté technique, il y a aussi un petit côté marketing. Donc, pour moi, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de chapeaux qui sont portés. Et puis, je dirais qu'il faut il faut avoir une culture cinématographique aussi pour être capable de... Donc, qu'on se dise artiste ou pas, mais en tout cas, certainement avoir cette sensibilité-là puis cette envie de connaître bien le milieu. Quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la vie d'une productrice? Mais ça change tellement parce que d'une journée à l'autre ou d'une période de l'année à l'autre, ça dépend. Est-ce qu'on est en tournage sur un documentaire? Est-ce qu'on est sur un plateau de fiction? Est-ce qu'au contraire, on est dans une période plus de développement? Mais je ne sais pas, peut-être une journée type, ça pourrait être beaucoup de courriels, plusieurs téléphones. Des fois, tu négocies des contrats avec des agents, tout ça. Après ça, probablement qu'il y aurait un peu de lecture de scénario, des approbations d'éléments de promotion, une affiche, peut-être une bande-annonce à regarder, peut-être un montage à aller voir en salle de montage. On se déplace beaucoup aussi, un mix à l'écouter. Donc, il y a des journées plus sur la route, il y a des journées plus au bureau, mais en tout cas, c'est pas plate. Et est-ce que tu vas sur les plateaux? Parce qu'il y a des gens, comme le côté créatif veut voir le travail. Alors, est-ce que tu te déplaces pour aller sur le plateau parfois? Pas nécessairement toute la journée, mais au moins lorsqu'il y a des moments importants. Je fais beaucoup de courts-métrages, du documentaire. Ça se peut que je fasse un peu la régie du transport, un peu d'assistantrial aussi, des décors également. Toutes ces choses-là font des fois partie de notre quotidien. Puis sur des plus gros plateaux, mettons un long-métrage de fiction, oui, je suis là pas mal toutes les journées parce que le réalisateur, la réalisatrice souvent va vouloir se tourner vers moi. Je vais être au moniteur près. Qu'est-ce que tu penses des décisions qu'on est en train de prendre, que ce soit le jeu des comédiens ou comment le décor a été fait, placé. Donc, quand il y a des scènes clés vraiment importantes, c'est sûr que je suis là. Puis après ça, il faut aussi prendre le pouls du plateau, parler aux gens qui sont là, ton producteur délégué, ou est-ce que les choses vont rondement, est-ce qu'il y a des problèmes, essayer d'anticiper, de répondre aux questions. Des fois, c'est pour les comédiens aussi, les rassurer. Alors, oui, c'est vraiment une présence importante. Et si tout va bien, on est un peu plus en mode observation. Puis s'il y a des enjeux, il y a des trucs à préparer pour les prochaines journées, des problèmes avec les locations ou je ne sais quoi, bien là, c'est plus actif. Mm-hmm. Je dirais la même chose. Mm-hmm. Hands-on, j'aime bien être au plateau présente, voir ce qui se passe, avoir le pouls de l'équipe, si tout va bien. Ça rassure, au fait. Mm-hmm. Un producteur sur un plateau. Des fois, on est juste en mode observation parce que tout va bien, mais je trouve que notre présence est pas seulement bonne au bureau pour faire rouler des choses, mais aussi avoir une présence au plateau puis montrer à l'équipe qu'on est assez présent et qu'on est assez impliqué aussi. Mm-hmm. Quelles sont les top 3 qualités que vous pensez qu'un producteur ou une productrice devrait avoir d'entrée de jeu? Moi, tantôt, j'ai nommé l'écoute et la rigueur. Puis le troisième, ça serait pour moi la diplomatie. Mm-hmm. Parce qu'on travaille avec des humains. Puis, il y a pour moi, c'est le côté peut-être le plus difficile. Des fois, c'est d'arrimer toutes les personnalités. Puis, on est un peu au centre de tout ça. Puis, il y a beaucoup de fois où il y a des conflits de personnalités ou autres à régler. Et puis, on ne peut pas laisser notre ego personnel... entrer en jeu là-dedans. Il faut vraiment se mettre de côté, faire la meilleure chose pour le projet, pour défendre les créateurs présents, puis s'assurer que tout le monde, idéalement, travaille ensemble. Des fois, c'est pas possible. Des fois, il faut laisser des gens aller aussi. Mm-hmm. Alors, la diplomatie, vraiment, est quelque chose
sur lequel je continue de travailler. Je pense que tous, quand on gère des gens, il y a tout le temps des hauts et des bas. Et on veut toujours, le rôle d'un producteur ou d'une productrice, c'est d'amener la vision jusqu'au bout parce qu'on a des engagements, diffuseurs, boîtes de production et bien d'autres personnes. Et c'est important d'avoir ça. Merci de l'avoir ajouté parce que la diplomatie, ça peut aider dans tous les métiers. Et Béatrice, pour toi? Je pense qu'on a couvert un peu tout, mais je rajouterais avoir du pif pour choisir ses projets, les textes avec qui on veut travailler, parce qu'un projet, c'est pas une semaine ou deux, c'est des fois 3, 4, 5, 7, 10 ans. Donc, bien choisir vos projets avec l'équipe avec qui on veut travailler, avoir aussi cette double fonction de créateur et de personne qui est plus admin, si je veux dire. Quoi d'autre? À l'écoute, bien encadré, l'ego, surtout mettre l'ego à part. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend à l'INIS aussi. C'est ça. Faire tout nos mieux pour le projet et non pas pour nous-mêmes, parce que je trouve que des fois, c'est ça, il y a des conflits de personnalité qu'on doit gérer, donc c'est très difficile, mais je pense que Hélène a couvert quand même tout. Dans votre parcours, jusqu'à maintenant, quel a été l'aspect du métier que des fois, vous vous posez des questions, vous dites des fois, c'est difficile d'être productrice? Mais c'est sûr que des fois, il y a des projets qui s'estompent, meurent un peu de leur belle mort, c'est-à-dire en développement, soit les gens, ça a été tellement long à les développer ou à les financer, puis les gens les créateurs perdent un petit peu le feu sacré, puis arrêtent de travailler sur le projet. Ça, c'est toujours vraiment très crève-cœur pour tout le monde, très difficile. On a tellement mis d'énergie, puis bon. Mais s'il y a un moment, là, quand tu m'as posé la question, un moment qui m'est venu en tête sur mon pire moment, ma pire journée, ce serait peut-être jour 1 d'un petit court-métrage qu'on faisait avec aucun financement. Tu sais, tout le monde était bénévole et on a comme 3-4 jours de tournage et l'acteur ne s'est pas présenté, l'acteur principal. Wow. Là, j'ai appris que c'est pour ça qu'il y a des chauffeurs et c'est pour ça qu'on va chercher les comédiens. C'est pas juste parce qu'ils ont, ils ont un traitement spécial. C'est que comme ça, on s'assure qu'ils sont là au début, au bon moment, quand ils sont les seuls dans la journée. Il n'y a pas d'autres comédiens, il n'y a pas d'autres scènes à tourner. C'était notre seul acteur cette journée-là, il ne s'est pas présenté. Wow. Mais finalement, bon, on a été capable de le récupérer, mais on a perdu une demi-journée parce qu'il avait fait la fête la veille. Alors, ça a été un peu catastrophique. On a fait des beauty shots pendant ce temps-là, mais disons que j'étais très contente de le voir arriver, puis on a pu rattraper, mais c'est ça, ça a été une leçon durement apprise. Il y a beaucoup d'anecdotes, mais je trouve que moi, je les prends, ça m'apprend, ça me pousse encore à peut-être développer plus de réflexes, puis voilà. Et il y a différents types de producteurs. Selon vous, quel type de producteur êtes-vous? Moi, je me considère vraiment une productrice au contenu. C'est vraiment ça qui m'allume puis qui me donne envie de faire ce métier-là. Donc, d'être les deux mains dans l'écriture. Après ça, de mettre vraiment l'équipe ensemble, de choisir. Ça, c'est une étape qui est très, très importante pour moi. Choisir les chefs de département qui vont entourer le scénariste, le réalisateur. Donc, que ce soit le monteur, directeur photo, directeur artistique. Donc, vraiment, le cinéma est divisé comme ça en départements, puis il y a un chef en haut de chaque. Puis c'est eux là, qui vont être assis autour de la table en pré-production avec nous, qui vont vraiment construire le film. Puis après ça, dire à leur équipe comment on applique ça, puis faire qu'au jour 1 du tournage, tout le monde sait quoi faire. Même si on a juste, nous, travaillé avec une douzaine de personnes autour de la table, soudainement, il y en a peut-être 50 sur le plateau. Et puis, c'est une petite fourmilière et tout ça fonctionne. Mais il existe plusieurs types de producteurs. Chacun des forces, des qualités spécifiques. Il y en a qui sont plus des producteurs qui excellent à faire de la coproduction internationale, à faire des deals compliqués, connaître les réglementations entre les différents pays, les traités de coproduction, puis des financements hyper complexes. Donc, il y en existe beaucoup de sortes. Moi, j'aimerais ça savoir quel est le cadeau que le métier de productrice vous apporte tous les jours, Hélène?
Mais on est tellement chanceux de travailler avec des gens créatifs et drôles et brillants et intelligents que peu importe c'est qui là, dans l'équipe, c'est vraiment des passionnés, ceux qui travaillent en cinéma, parce que si tu te donnes pas, il y a comme un peu un rythme effréné toujours, donc on dirait que seuls les plus passionnés peut-être survivent. Puis moi, je suis vraiment, c'est ça, très choyée à chaque jour de côtoyer ces personnes-là. On se sent privilégié. Et de ton côté? De mon côté, c'est la collaboration avec ce beau monde-là. Je trouve avoir une équipe, développer un projet qui prend assez de temps. Ma satisfaction journalière est de juste sentir le projet faire ses petits pas. C'est du développement à la pré-prod. Tu te sens avec des papillons dans le ventre quand tu t'approches au tournage, puis après le tournage. Donc, dans chaque phase, il y a une petite satisfaction. Et puis, quand le film sort ou le projet sort, mais c'est surtout la création day-to-day, l'échange et comment le projet évolue. Qu'est-ce que l'INIS a apporté dans votre bagage? Parce que moi, avant de venir à l'INIS, mon réseau était strictement franco-ontarien. Et quand je suis venue à l'INIS, en peu de temps, en 6 mois, je me suis fait un réseau, tant dans ce cadre que je croyais inaccessible pour une personne racisée qui venait d'ailleurs. Et j'ai pu rencontrer non seulement des professeurs, mais travailler avec des gens qui sont connus dans le métier, qui m'a permis d'avoir des opportunités pendant la pandémie, parce que moi, j'ai terminé quelques jours avant la pandémie, vraiment 2 semaines avant la pandémie, et j'ai pu travailler sur plusieurs plateaux. Et ça, j'ai trouvé ça remarquable parce que c'est des gens avec lesquels que j'ai pu travailler. Dans ton cas, Hélène, comment l'INIS a aidé à ton développement de carrière? Bien, je sais pas, je pense que ça m'a juste autorisée vraiment à me dire je suis productrice. Oui. Et puis, j'ai fait... moi, ça fait quand même un bout de temps que j'ai fait l'INIS, c'était en 2005. Puis, à l'époque, il y avait des projets spéciaux. Donc, à la fin, on pouvait proposer, pitcher à l'INIS un projet qui se faisait un peu à l'extérieur des études, du cadre des études, mais qui était financé par l'INIS. Puis, ce projet-là a gagné, à l'époque, le prix Génie du meilleur film canadien, meilleur court-métrage canadien, qui était... Maintenant, c'est les Canadian Screen Awards. Donc, je sais pas, ça a été vraiment, en plus, une bonne tape dans le dos d'être reconnu par l'industrie. Aussi, tous les professionnels qui ont voté pour ce film-là, ça m'a donné un petit peu des ailes. Oui, certainement. Et ça aide de se faire reconnaître, parce qu'à l'INIS, je sais que souvent, plusieurs de nos projets sont soumis à des concours de films, des festivals. Et d'ailleurs, toi, tu as participé dans plusieurs festivals. Comment l'INIS a contribué à ton développement de carrière également, Béatrice? Tu avais déjà un certain bagage. Oui. On est tous venus avec un certain bagage. Je trouve que ça m'a donné beaucoup d'outils que j'ai développés. En même temps, comme on se disait, tous les professionnels et les profs sont des professionnels qui œuvrent dans l'industrie. Donc, c'est des gens qui ont des boîtes, avec qui, là, j'ai un projet avec un prof de long métrage avec qui qu'on développe. Donc, ça ne finit pas. J'ai été recommandée aussi pour un projet par ma mentor à l'INIS. Donc, ça devient comme une famille. Cette institution, pour moi, est devenue vraiment comme une petite maison à laquelle je peux retourner, dire « Allô, j'ai un projet, je veux le présenter. Est-ce que vous pouvez m'aider à le déposer ou à le financer ?» La confiance aussi de reconnaître qu'on est producteur. Se faire vraiment des belles rencontres entre les cohortes et les triades, puis pouvoir continuer après l'INIS de collaborer avec ces personnes-là et développer des projets. Comme tu avais dit aussi, participer à beaucoup de festivals parce qu'on fait des projets qui sont distribués. Donc, l'INIS nous donne aussi l'opportunité de rayonner. Et pas seulement ici au Québec, mais à l'international. À l'international aussi. Puis, voilà, je pense que... On a fait le tour de la question. J'aimerais savoir, pour vous, est-ce que vous voyez
la nouvelle génération de plus en plus venir dans ce métier-là? Parce que je trouve qu'elle est tellement... On essaie de le démystifier présentement entre nous trois. Et le métier est tellement un beau métier. Comment vous le voyez pour l'avenir? Est-ce que vous pensez que cette pénurie de main-d'œuvre, est-ce que ça va avoir encore un plus gros écart dans ce métier-là dans quelques années? Parce que dans tous les domaines, il y a une pénurie de main-d'œuvre présentement. Je trouve qu'avec la pénurie, oui, on passe dans une période un peu difficile, mais ça va se régler. Puis de plus en plus de nouveaux membres commencent à adhérer à cette industrie et on les voit sur nos plateaux de tournage. Il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre. Donc, j'espère que le gap ne va pas vraiment s'élargir, mais je pense que c'est un métier où, mais pas juste le métier de producteur, le métier de créateur aussi, les frontières sont en train d'exploser entre les différents médiums. Donc, les gens qui sont en cinéma travaillent à la télé et vice-versa. Donc, tantôt, tu parlais de web-séries. C'est moins segmenté que ce l'était. Donc, comme réalisateur, mais comme producteur aussi, on est appelé à travailler sur différents types de productions. Donc, il faut être encore plus polyvalent, et avoir un réseau encore plus étendu entre tous ces différents joueurs-là. J'ai pas l'impression qu'il y a une pénurie de producteurs tant que ça. Je pense qu'il y a une pénurie de producteurs de techniciens, donc de producteurs délégués qui sont un peu le représentant du producteur, mais sur le plateau, et de directeurs de prod qui donc travaillent souvent en tandem pour aider à engager les techniciens, tout ça, négocier les contrats, les deals d'équipement, etc. Là, il y a une foule de petites tâches très concrètes qui doivent être faites sur un plateau. Donc, ce sont nos alliés. Notre bras droit. Voilà. Puis je sais qu'il y a même une formation gratuite qui se donne présentement. Je crois que c'est l'INIS aussi qui donne une formation sur le métier de direction de production. C'est complètement subventionné par les gouvernements. Donc là, il y a vraiment une pénurie à ce niveau-là. Puis c'est une très belle façon d'entrer aussi dans le métier de producteur parce qu'on est sur le plateau. C'est de façon très concrète. Puis je pense que c'est... Moi, je ne l'ai pas fait comme ça en long métrage, mais je l'ai fait sur mes projets à moi, mes plus petits projets, de mettre la main directement dans le matériau, de comprendre comment fonctionnent tous les métiers ensemble, de vraiment de travailler à l'organisation des tournages. C'est hyper, hyper formateur. Oui, et ça nous rend de meilleurs producteurs. Quand on est sur place et on regarde comment ça a un impact sur les différents départements. Là, on va passer à la période de questions en rafale. Combien ça gagne une ou un producteur? 10% du B+C. Oui, on est payé sur un pourcentage du budget de production. Donc, ça peut varier grandement d'une personne à l'autre parce que ça dépend. Est-ce que tu as une production qui passe à chaque année ou à chaque 2 ans, à chaque 3 ans? Est-ce que c'est un court, un long? Et puis, il faut savoir aussi que les producteurs, ils sont payés quand le film passe en production. Donc, pendant le développement, on a le droit à un petit pourcentage des budgets de développement, mais les budgets de développement ne sont pas élevés. Hein. C'est, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est le salaire du scénariste, un petit peu de frais légaux, de conseiller, tout ça, un peu de frais de recherche, mais c'est minime. Alors, il y a un énorme investissement de temps des producteurs à l'étape du développement qui s'étire des fois sur des années. Et c'est pour ça que les producteurs doivent avoir une espèce de portefeuille de projets différents, idéalement à des étapes différentes, pour que les sous rentrent dans la boîte et permettent de payer aussi, pas juste le salaire du producteur, mais les autres personnes qui travaillent, évidemment le bureau, le chauffage, tout ça. Ouais. Je ne veux pas vous décourager, mais c'est très payant. C'est ça qu'elle veut dire. Ça peut être très payant. Et est-ce que ça prend du temps pour y arriver? Parce qu'on sait, plus le projet est gros, plus le budget est gros, plus on peut faire des gains. Si notre motivation, c'est les sous, mais ça prend combien de temps à avoir un beau petit salaire régulier en tant que productrice, selon vous? La moyenne? Parce qu'ils se posent la question, mais ils ne veulent pas la poser. Mais en fait, avoir plusieurs projets à plusieurs étapes différentes, je trouve que c'est quelque chose de très payant. Parce qu'un projet en développement peut prendre de 2 à 4, 5 ans des fois avant de vraiment tourner ou de finaliser. Donc, avoir un projet en développement, un autre qui s'en vient à tourner, un autre en post-prod, c'est là où on se sent vraiment qu'il y a un roulement. Mais
si c'est un projet financé avec une institution, ça peut prendre 1 an ou 2, peut-être juste en développement et l'écriture, puis après ça, le financement pour la prod. Donc, il faut juste être patient, aimer ce qu'on fait. Exactement. Puis avoir plusieurs projets à des étapes différentes, comme ça, on peut balancer. Moi, je suis pas convaincue. Tu dis que c'est très, très payant, tout ça, parce qu'il y a vraiment une énorme variance entre... Il y a différents types de producteurs, et puis il y en a qui combinent plusieurs types de projets, mais il y en a qui font de la direction de prod, il y en a qui travaillent en pub, il y en a qui font du vidéoclip. Donc, vraiment, la question, il ne faut pas le faire pour l'argent, nécessairement. Il y a sûrement de meilleures façons de faire de l'argent dans la vie. Mais il faut plutôt se poser comme question, qu'est-ce qui m'intéresse? Comment est-ce que je peux avoir de la diversité, de la complémentarité dans tous mes projets pour arriver? Puis d'une année à l'autre, ça peut varier beaucoup. Mm-hmm. Alors, il y a des gens très, très, très indépendants qui vont faire du documentaire, qui vont faire du court-métrage pendant des années. Bien évidemment, c'est moins payant que quelqu'un qui fait un blockbuster à toutes les années puis qui a une compagnie très, très établie. Alors, c'est difficile de faire une réponse unique, mais c'est plutôt ma recommandation, ce serait plutôt, c'est ça, de vraiment se questionner sur qu'est-ce qui nous allume. Puis si on est passionné sur quelque chose, bien, c'est là où il y a le meilleur potentiel que ce soit Merci pour valorisant. Exactement. Merci, mesdames. Mais là, on va ouvrir le bal aux questions du public. Est-ce que, en tant que productrice, vous êtes à la recherche de projets à produire ou vous êtes plutôt face à un amas de plein de propositions et vous devez sélectionner là-dedans? Pour ma part, oui, on reçoit beaucoup de propositions et puis c'est un peu des deux. C'est-à-dire, on a nos créateurs avec qui on a l'habitude de collaborer. Donc, eux, ils ont toujours un truc à nous proposer. Donc, souvent, il y a beaucoup de projets qui viennent par notre réseau un peu intime de nos collaborateurs actuels. Et puis, on a des propositions qui arrivent, des fois complètement champ gauche ou des fois des créateurs émergents, des gens qui arrivent d'ailleurs, qui nous proposent des trucs. Alors, il y a un nombre limité de places, mais on jongle avec tout ça, puis on développe peut-être, on prend peut-être 5-6 nouveaux projets par année. Seulement toi ou toute la boîte? La boîte. OK, parfait. Excellent. Autre question? Si vous avez déjà un projet de cours, est-ce que vous allez plus aller vers un vidéoclip, même s'il y a un autre projet de cours très intéressant a été proposé, ou vous y allez surtout avec la qualité du projet que vous voyez devant vous? Je trouve que ça va dépendre du projet. Ça va dépendre aussi... parce que si c'est en dessous d'une boîte, je pense qu'il y a une vision de la boîte. Donc, il faut aussi penser à où est-ce que tu vas soumettre, parce que peut-être cette boîte n'est pas la meilleure ou le bon choix. Peut-être l'autre boîte font plus de l'expérimental. Donc, il faut vraiment choisir à qui on dépose. Et... je vais faire un 10 pouces là-dessus, excuse-moi, Hélène. C'est important de savoir, vous allez apprendre ça à l'INIS, c'est une des choses, de faire attention à qui on dépose. Chaque boîte a non seulement une vision, mais un mandat. Dans mon cas, je fais beaucoup de jeunesse. Alors moi, je reçois beaucoup de projets. Ces temps-ci, je viens juste en lancer un, mais qui va avec la vision de la boîte, mais tout en apportant ma touche. On a tous une force. Et moi, c'est vraiment dans tout ce qui est la diversité. Diversité linguistique, diversité culturelle. Pour moi, c'est ma force. C'est comment trouver cette différence puis la rendre universelle pour tout le monde, puis que ça soit une histoire que tout le monde pourrait se raccrocher. Puis, la boîte pour laquelle que je travaille, c'est vraiment jeunesse. Alors, c'est de toujours faire attention avec quelle boîte où on propose nos projets et si ça va avec leur vision, parce qu'il faut que ça aille avec leur vision. Et si ça ne va pas avec leur vision, vous allez être écarté. Et c'est pour ça que quand on vous déposait la bonne boîte, vous avez fait votre réflexion et vous avez préparé votre projet en conséquence, on a plus de chances de le garder et de vous contacter pour peut-être aller en développement. Hélène? Oui, c'est ça. Il faut avoir vu les films de la boîte. Là. Est-ce qu'on pense qu'on est dans cette zone ou d'intérêt? Si c'est du cinéma d'auteur versus, comme tu dis, du jeunesse, etc. Après ça, on choisit des gens en premier lieu. Vraiment. Le contact, est-ce que je me vois travailler avec cette personne-là pendant des années? Est-ce que la communication passe bien? Est-ce que je sens que quand je dis quelque chose, ça semble intéresser la personne? Est-ce que vraiment il va y avoir un échange possible? C'est comme un mariage. C'est pas vrai que tous les matchs se peuvent. Là, il y a une question très de personnalité. Puis après ça,
Oui, des fois, on se dit, ah, on a pris beaucoup de courts-métrages, il faudrait peut-être varier, chercher autre chose parce qu'on ne peut pas se consacrer. Il y a des trucs plus payants que d'autres. Il faut un peu équilibrer parce que les projets prennent beaucoup, beaucoup de notre temps. Puis on investit tellement notre cœur puis notre énergie de la même façon dans tous les projets. Donc, on doit trouver une espèce d'équilibre qui fait que la boîte va survivre. Et puis après ça, mais ça part vraiment de la proposition artistique. Il n'y a pas besoin d'être très longue. Des fois, c'est juste quelques pages, puis de la discussion avec le créateur. Qu'est-ce qu'il a vraiment envie de faire, puis est-ce qu'on sent qu'on est la bonne personne pour l'accompagner? Et est-ce que, par exemple, il peut y avoir un projet qui vous plaît énormément, mais juste vous dites, bah, ça demande un budget de malade, une organisation de fou. On adorerait le faire, mais juste, c'est peut-être pas avec nous qu'il faudra le faire. Est-ce que ça vous arrive aussi parfois de le refuser juste parce que c'est pas de l'envergure de votre boîte ou... C'est ce que je veux dire. Quand tu vends un projet, que ce soit un distributeur, à des gens qui vont le financer, il y a comme une histoire qui doit être cohérente. Si c'est un premier film, est-ce que je peux financer un film d'époque qui va coûter 15 millions? De toute façon, pour avoir ce type de budget-là, ça demande de la coproduction internationale. C'est hyper ambitieux. C'est rare qu'on fait des projets de cette envergure-là ici. Donc, il faut que ce soit conséquent. Si la personne n'a pas l'expérience pour soutenir son idée, bien, on va lui dire peut-être tu peux nous proposer quelque chose d'autre, quelque chose de plus adéquat pour un premier film, puis garde ça. Peut-être que ça, c'est ton deuxième, ton troisième, ton quatrième film. Garde ton idée pour un autre moment, ou peut-être que tu peux être scénariste, puis que c'est quelqu'un d'autre qui va le réaliser. Donc, il faut réfléchir à un peu, c'est qui notre public, c'est quoi l'objectif de la personne aussi devant nous. C'est pas tout le monde qui veut réaliser ses projets. Il y en a qui veulent seulement écrire. Alors, il faut figurer tout ça. Et moi, j'ajouterais dans ça, il faut avoir une structure financière qui est complémentaire avec le projet. Des fois, ce n'est pas le bon temps. Des fois, c'est juste, je vais vous donner une idée, quelque chose. Pour moi, il y a eu un moment déclic dans ma vie. C'était la mort de George Floyd. Je ne le connais pas, mais il y a eu beaucoup d'opportunités à la suite de son décès au Québec pour produire des choses qui met à l'avant-plan plusieurs histoires où la diversité à l'avant-plan, chose qui était moins... il y avait moins d'opportunités, mais j'ai eu plus d'opportunités, mais je n'ai pas voulu amener mes projets. J'ai voulu faire mon nom, travailler avec des gens et créer et apprendre sur les plateaux de tournage. Bonjour. Admettons que moi, qui n'ai pas vraiment d'expérience, j'écris quelque chose et j'ai envie de le faire produire, je vous le propose. Est-ce que vous allez... Si vous acceptez mon projet, est-ce que vous allez également me proposer des collaborateurs, une équipe, ou ça va être seulement pour du financement? Au tout début du développement, on va apprendre à se connaître, savoir où est-ce qu'on peut amener ton projet. Oui, c'est sûr, du financement, mais aussi, oui, un encadrement de personnes clés qui peuvent... venir et se joindre à l'équipe comme un DOP, un directeur artistique, un monteur. Mais tout dépend de la vision du scénariste ou de la réalisation. Où est-ce que le projet s'en va et comment et qui on peut rajouter à cette donne ou à cette équation pour commencer cette aventure. Je suis juste une productrice indépendante, puis que mon ami me propose une idée que j'aime puis que je veux produire, est-ce que c'est quoi la première chose que je fais? C'est aller vers le financement. Même si on n'a pas d'expérience du tout, j'ai pas l'impression qu'ils accepteraient si on va vers la SODEC ou peu importe. Qu'est-ce qu'on ferait? Oui, mais il y a un programme à la SODEC pour la création émergente qui était anciennement Jeunes créateurs maintenant. Donc, ils ont changé le programme pour accompagner des personnes qui font leur premier film, autant à la réalisation, à la scénarisation qu'à la production. Donc, c'est un programme, il faut pitcher un projet qui est très court, juste une idée. Et après ça, ils accompagnent le film pendant l'écriture, pendant le développement. Il y a de la formation un petit peu qui accompagne tout ça. Et après ça, il y a une opportunité de déposer puis d'avoir le film financé en production. Donc ça, je pense que c'est une superbe porte d'entrée. Il y a Conseil aussi, des arts. Voilà, les conseils des arts du Québec et du Canada, ce sont des subventions qui sont données directement aux créateurs, aux réalisateurs et aux scénaristes, mais ça n'empêche pas qu'ils travaillent avec un producteur pour les accompagner, pour encadrer le processus. Donc ça, c'est 3 programmes vraiment très accessibles pour la relève. C'est un système, hein? C'est un monde. Comment
packager son projet, comment réfléchir pour bien présenter son projet, pour anticiper les questions, anticiper son équipe pour pouvoir... Parce que c'est pas parce que tu es émergente que tu n'es pas compétente, mais tu dois savoir les règles du jeu avant de rentrer dans le jeu. Ouais, j'ajouterais à ça aussi que les centres d'artistes qui peuvent... C'est des petites formations, des fois juste un week-end, ça, qui peuvent vraiment venir en complémentarité aussi. À Prime, Main Film, les films de l'autre, par exemple. Il y a des programmes aussi pour la relève. Exact. Est-ce que c'est quoi le processus de sélection pour rentrer à l'INIS? Est-ce qu'il y a des auditions ou quelque chose comme ça? Pour répondre à ta question, le processus, c'est qu'il faut soumettre... On parle des programmes de création ici, là. Quand on parle des triades, les programmes de 6 mois, c'est les programmes de création. On en a en documentaire, en fiction, en mixte la dernière année. Il va en avoir un en télévision aussi qui va toucher la variété. Puis un programme d'écriture de scénario de fiction où vous touchez la scénarisation, mais vraiment dans tous les formats. Donc, chaque année, on a des cohortes entre 6 et 9 personnes. On est à 6 personnes par cohorte parce que la pandémie a fait ça qu'on a dû réduire nos groupes, là. Mais il faut que tu soumettes d'abord ton dossier de candidature. Tout est vraiment très bien inscrit sur le site web. Donc, c'est CV, lettre de motivation. Si tu t'inscris en réalisation ou en production, on va te demander des documents précis par rapport à ça. C'est souvent autour de 20-25 pages là, d'une œuvre créative ou d'une œuvre que tu as supervisée, par exemple, pour la production. Ensuite, à la base de ça, on analyse toutes les candidatures et on fait des entrevues. Aussi pour tester un peu plus en personne le savoir-faire, le savoir-être, qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce qu'on n'a pas pu déceler, par exemple, dans ton CV. Et suite à l'entrevue, c'est là, normalement, qu'il y a une sélection. Donc, ça se fait en 2 étapes, grosso modo. Mais à la base, il faut que tu aies un portfolio. Et puis, c'est toujours bon d'avoir fait des études avant dans un domaine connexe ou dans les arts. Si ce n'est pas nécessairement en réalisation ou en production avant ou en administration, mais ça peut être en journalisme, si tu veux aller en documentaire, par exemple. Ça peut être comme chargé de projet pour aller en production. Donc, on va regarder aussi la cohérence de ton parcours. Et puis, ce qui va être nouveau à l'INIS à partir de peut-être l'année prochaine, c'est qu'on va aider à orienter un peu plus les étudiants en amont de l'INIS, puis aussi après. On fait déjà beaucoup d'efforts à placer nos étudiants de façon informelle, parce que c'est vrai qu'avec nos formateurs, vous êtes déjà un peu dans l'industrie, puis on va vous aider à trouver soit la bonne entreprise pour vous engager ou les bons partenaires pour vos projets. Mais il va y avoir du mentorat personnalisé aussi suite à vos formations là, qui vont être vraiment selon vos besoins. Donc, puis moi, j'ai fait l'INIS il y a 20 ans. Je suis productrice aussi depuis après ça 20 ans. Et puis, je suis ici à l'INIS depuis 2 ans pour développer les programmes. Donc, je voulais vous dire que si jamais vous avez des questions après cet atelier, gênez-vous pas pour m'écrire pour avoir plus de détails. Parce qu'on a beaucoup parlé des programmes de création, mais on a tout un autre volet de perfectionnement à la carte, avec des micro-programmes super intéressants aussi qui sont 1 mois, 1 mois et demi. Puis là, c'est tout de suite... ça peut être la réalisation de documentaires, ça peut être la direction de production. On a un programme qui s'en vient en coordination de production, qui sont des métiers d'entrée dans l'industrie. Donc, gênez-vous pas pour nous contacter pour avoir plus d'informations. Ça va me faire plaisir. Je voulais savoir, mettons, venant de Montréal, qui est une réalité de plus en plus présente, que c'est comme très bilingue ici. Mettons que moi, je veux soumettre un projet bilingue. C'est quoi les problématiques ou c'est quoi qui peuvent freiner, mettons, les subventions? Est-ce que le texte doit être majoritairement en français? Est-ce que si c'est sous-titré, il y a des façons de bypass ça? Est-ce que qu'est-ce qui peut freiner, mettons, un projet qui serait majoritairement anglophone, mais avec du français aussi ou d'autres langues? C'est les 2 langues officielles du Canada, donc il y a des fonds qui s'appliquent à l'un ou à l'autre. On ne l'a pas dit, mais c'est sûr que dans nos métiers, on parle beaucoup en anglais aussi. Là, dès qu'on a des liens avec l'international, ça se passe beaucoup en anglais. Des fois, on coproduit avec les autres provinces également. Donc, c'est un peu stratégique. T'sais, quand on est au Québec, c'est aussi la résidence fiscale là, des créateurs qui va déterminer où est-ce qu'on peut demander des sous. Ouais. Donc, si tu es au Québec, c'est sûr qu'il y a plus d'argent disponible pour tout ce qui est en français. Donc, mais il y a quand même des enveloppes réservées, un peu moindres, mais réservées aux projets en anglais. Puis ça peut faire plaisir aux producteurs d'avoir des projets dans les 2 langues parce que ça leur permet encore là de diversifier, de piger dans des
pools d'argent différents, donc de ne pas se compétitionner soi-même entre nos différents projets. Donc, c'est très positif. On en veut des projets dans les deux langues et même dans d'autres langues aussi, mais parce que maintenant, c'est de plus en plus accepté que ce ne soit pas juste les langues officielles du Canada, incluant aussi toutes les langues autochtones, là, même si maintenant, ça s'ouvre de plus en plus les programmes s'ouvrent de plus en plus à d'autres langues parce que la société est diversifiée, donc les créateurs arrivent aussi avec des backgrounds différents. Alors, après ça, il faut juste choisir, est-ce que pour des raisons stratégiques avec ton producteur, est-ce que tu déposes plus en français ou en anglais? Ça dépend les visées de la télé, ça dépend les visées de distribution aussi. Il faut un peu faire une petite analyse du truc puis faire un choix, finalement. L'idée doit être claire, elle doit être intéressante et elle doit être vendeur. Quelle que soit la langue dans laquelle elle est, il y aura du financement. Puis, il y en a autant pour des langues minoritaires en anglais au Québec. Moi, dans mon cas, je puise de cette enveloppe-là parce que je produis au Québec pour le reste du Canada pour un diffuseur qui est hors Québec. Alors, vous voyez, on joue dans plusieurs enveloppes et présentement, on est en train de le développer en français. Moi ma force, c'est le format. Comment faire une émission qui est capable d'être universelle. Pour une raison, je ne sais pas pourquoi, mais je pense à des idées créatives qui sont capables d'être dans n'importe quelle langue. Moi, mon objectif, c'est de faire un gars, une fille. Genre, un format qui pourrait être dans toutes les langues parce que dans n'importe quel pays, pour moi, la télévision, ça a été une manière de comprendre le Québec. Je suis née au Québec, mais de faire comprendre à mes parents aussi c'est quoi, dans quel environnement qu'on était, puis comment arrimer toutes nos cultures ensemble, parce que moi, ma mère est dominicaine, mon père est haïtien. Puis, c'est pour ça que c'est important pour moi, cette diversité linguistique et diversité culturelle. Et l'anglais et le français sont les langues de notre pays. Il va y avoir des enveloppes, je veux pas, mais est-ce que ton idée est bonne? Est-ce qu'elle est porteuse? Est-ce qu'on est capable de la développer? C'est ça que tu devrais développer plus. Puis la langue, c'est juste un outil. Après, on doit être juste stratégique. Vraiment. Si on se demandait, on est une équipe en fait d'animateurs, puis on se demandait, est-ce que, du point de vue de votre point de vue en fait producteur, productrice, est-ce que c'est des projets qui sont vraiment différents? Le pipeline est complètement différent. Est-ce qu'il y a des producteurs qui se spécialisent juste dans ça, ou bien est-ce que ça vous dérange pas dans le fond, vous connaissez juste les pipelines de à peu près tout, j'imagine avec l'expérience, mais c'est ça, je me demandais à quel point que c'est différent en fait comme contrat, là, si on veut se lancer là-dedans. Mettons, on a une idée, mais de film d'animation, on est là, OK. Est-ce qu'il y a des boîtes qui vont plus se prendre ça, ou bien je sais pas. Comme on s'est dit, au fait, il faut vraiment faire une recherche à quelle boîte on dépose, si c'est une boîte qui fait déjà de l'animation. Mais des fois, on a des surprises. Il y a des boîtes qui n'ont pas peut-être de film d'animation, qui aimeraient peut-être commencer avec un film d'animation. Mais il y a quand même plusieurs boîtes qui font de l'animation, qui sont intéressées par ça. Il y a vraiment un grand réseau pour l'animation au Québec, je trouve. Oui. Microscope, ça fait 20 ans que ça existe. Et puis, on n'avait que fait de la fiction en action réelle. Et puis, dans les dernières années, il y a 2 projets, même 3 projets d'animation qui nous sont tombés dessus. On n'a pas été capable de résister. C'était vraiment des bons pitchs, des belles personnes. On les a pris. C'est pas moi qui a mené ces projets-là, c'est quelqu'un d'autre à l'interne. Mais on s'est associé avec des boîtes qui avaient plus d'expérience que nous parce que, comme tu disais, le pipeline est vraiment différent. Donc, ça demandait une autre. Puis, ce sont des coproductions internationales aussi parce que c'est difficile. Ça coûte très cher faire un long métrage d'animation. Donc, on est allé chercher, des fois, on va chercher l'expertise à l'extérieur en s'associant avec d'autres pour mener à bien les projets. Alors, je pense que tout est possible. C'est plus de trouver, comme tu disais, l'espèce de communauté d'esprit entre l'idée, le ton, peut-être. Est-ce que ça fit avec une boîte ou une autre? Je vais vous donner un petit truc. J'étais fonctionnaire pendant longtemps. Allez voir les plans stratégiques des boîtes. Ça va vous donner une idée de où ils amènent leur vision à long terme. Et si vous voyez qu'ils veulent se diversifier, ça ouvre une porte où on peut présenter un projet d'animation. Il faut vraiment être stratégique. Mm-hmm. Puis aussi, en tant que boîte, toutes les boîtes au Québec sont multidisciplinaires. Même s'ils ont une vision, mais des fois, on est appelé à qu'est-ce qui fait de l'argent. On doit avoir plusieurs projets. Non, mais c'est pour rester en fonctionnement. Et
on essaye des nouvelles choses. Alors, c'est important que vous regardiez c'est quoi la vision à long terme d'une boîte, parce que des fois, c'est juste qu'on n'a pas le bon projet. Puis, si vous venez avec un projet intéressant, bien, on est des gens qui peuvent vous accompagner puis aller trouver une autre boîte qui a cette expertise-là pour amener cette vision. Je peux rajouter quelque chose, au fait. Moi, comme productrice indépendante, j'ai eu un projet en interactif web et VR, mais moi, j'ai jamais eu d'autres expériences avec ce type de médias ou des médiums avant. Fait que, et c'était un projet très important et très beau et très créatif. Donc, je me suis attachée aux créateurs, mais j'ai amené le projet à une boîte ou à des partenaires qu'eux avaient l'expertise aussi de m'aider et on s'est reliés en collaboration pour produire. Donc, peut-être le producteur initial ou comme la personne comme moi, je n'avais pas cette expérience à 100%, mais j'avais peut-être un contact avec qui je peux collaborer pour amener ce projet et leur expertise. Donc, ne craignez pas, au fait, vos idées, au fait, mais essayez. Puis, si c'est quelque chose en animation, même si c'est une boîte qui n'a pas dans le portfolio de l'animation, il faudrait peut-être essayer. Merci. Bonjour, moi c'est Alexandre. J'avais une question par rapport à la région. En fait, tout ce qui est de la SODEC, en fait, en général, dans les dépôts, ils demandent à être suivis par un producteur ou une productrice. Puis j'ai l'impression qu'en région, c'est pas nécessairement un travail qui court les rues. Puis souvent, c'est des producteurs qui travaillent déjà dans une boîte de prod où ils vont principalement subventionner leurs films. Puis je me demandais si vous aviez un conseil pour justement tout ce qui est de la région sur comment être produit. Bien, il y a des fonds qui s'adressent aux producteurs régionaux. Là, donc ça, c'est déjà une belle chose à savoir qu'il y a des enveloppes dédiées. Là, ça peut donner un petit edge parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes de production à l'extérieur de Montréal et Québec, disons. Mais je pense qu'après ça dépend du projet. Maintenant, en plus, avec la pandémie qui a ouvert la porte du virtuel, là, on travaille... moi, j'ai des projets avec la France. On a des rencontres tous les matins à cause du décalage horaire. Tu peux complètement travailler avec un producteur de Montréal. Je pense que... Mais après ça pourrait être un producteur de région aussi. S'il y en a un avec qui tu t'entends bien, avec qui tu as une connivence, que tu sens que ton idée est défendue. Il faut se poser la question où va être tourné le projet aussi. Mais tout ça est flexible. Je vois pas ça comme un frein. Et moi, je pourrais te dire, le premier court-métrage que j'ai fait, je l'ai fait dans l'Outaouais. En étant une francophone en Ontario, j'ai été prendre une boîte qui était spécialisée avec qui font tous des histoires autochtones. Ça s'appelle Niche Média. Puis ils ont fait quelque chose qui était comme un peu hors norme pour eux. Puis ça a gagné plusieurs prix. Puis je viens d'une région. Il y a des boîtes dans les régions et ça t'empêche pas d'aller trouver des boîtes dans d'autres grandes villes qui sont prêtes. Et c'est pour ça que c'est important d'aller sur le site web d'une organisation, d'une boîte et voir qu'est-ce qu'ils produisent parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en région par des boîtes montréalaises en coproduction et même en dehors de la province. Moi, je travaille présentement avec une boîte à Winnipeg et on fait de la production hors Québec, en français, à travers le Canada pour UniTV. Il y a de la place pour tout le monde. C'est juste trouver la personne avec qui ça va cliquer ou la boîte avec qui ça va cliquer qui veulent développer. Vous avez vos atomes crochus. Puis une valeur ajoutée, apporter cette valeur ajoutée parce que les gens en région, on a besoin de vous. Moi, je viens d'une région. C'est sûr maintenant que j'habite à Montréal, mais j'ai tout le temps cette fibre sensible pour les petites régions limitrophes aux grandes villes. Mais on trouve aussi que les régions sont vraiment ouvertes au tournage. Quand on se promène en tournage, il y a toujours quelqu'un qui vient nous voir, nous donne une carte, si vous voulez venir tourner en région. Donc, il y a beaucoup d'aides, comme on disait. Il y a beaucoup d'enveloppes aussi pour tourner en région. Donc, ça ne s'arrête pas, je pense. Non. Ça ne se limite pas. Et comme on dirait à l'INI, c'est une occasion. C'est une occasion de développer ça. C'est une niche, c'est un marché qui mérite d'avoir plus de personnes. Je voulais savoir, quand vous recevez un projet d'un créateur émergent ou un créateur qui en est sa première production professionnelle, quels documents vous attendez à avoir dans la proposition? Est-ce que vous attendez à avoir seulement un synopsis, un scénario ou vraiment avoir déjà une recherche d'établi et de bien approfondie?
Un documentaire ou une fiction? Peu importe vraiment, OK. que ce soit documentaire fiction, que ce soit un autre type de média aussi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu le background de la personne. Premièrement, le CV, puis s'il y a une ou deux œuvres vidéo là, quelconque, ça peut être un projet d'étude, mais juste, ça peut être un truc, un kino, là, un truc qui dure 1 minute. Ça pourrait même être un podcast. Là, ça pourrait être assez libre, mais juste quelque chose qui me donne à... Moi, quand je regarde un projet, je cherche à comprendre c'est qui le créateur devant moi. Donc, ça, c'est un peu ma nourriture, mais si, mettons, c'est un photographe pourrait m'amener un portfolio de photos aussi. Je verrais quelque chose dans son regard à travers les œuvres, les quelques œuvres que cette personne-là en début de carrière aurait, j'imagine, déjà un peu fait par lui-même ou par elle-même. Puis après ça, c'est le document, c'est l'intention du créateur. Je n'ai pas besoin de voir un scénario. C'est vraiment juste quelques pages. Voici mon idée. Je veux sentir qu'il y a comme déjà une espèce de courbe narrative. Là. C'est qui les personnages? Qu'est-ce qui va se passer de A à Z dans l'histoire? C'est quoi la quête ou la trajectoire du héros? Puis surtout, pourquoi on fait ce film-là? C'est quoi ta connexion personnelle à l'idée? Des fois, ça peut être quelque chose d'inspiré de très, très loin, là, mais il y a tout le temps une raison pour laquelle quelqu'un s'intéresse à quelque chose. Je veux savoir c'est quoi, parce que c'est comme ça va rester au cœur du projet. Puis probablement que ça va même se déployer dans le projet. On va travailler là-dessus. Puis aussi, je veux pas à qui ça s'adresse, qu'est-ce que tu veux dire avec ce film-là, parce que il y a des millions de gens qui ont des millions d'idées, mais pour mériter d'être à l'écran, d'aller demander peut-être des millions de dollars pour Pourquoi c'est important? Pourquoi on va porter cette idée-là à l'écran, puis pourquoi les gens pourraient s'y intéresser. Donc, c'est des questions difficiles. Des fois, on n'a pas nécessairement toutes les réponses, mais on a au moins des pistes là, en début de projet. C'est important de se les poser comme créateur, parce que le producteur va vous les poser, les financiers vont vous les poser, le distributeur, les comédiens, toute votre équipe. Alors, déjà, je veux sentir qu'il y a de la profondeur derrière l'idée initiale, puis évidemment, les intentions artistiques. Alors, c'est ça. C'est déjà la fin. Merci d'avoir été un public attentif. J'aimerais ça remercier Béatrice et Hélène. Merci. D'avoir été des personnes qui ont dit à cœur ouvert pourquoi ils aiment le métier de productrice, et aussi de vous inspirer à aller vers ce métier qu'on adore tant. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci. Merci.